Alors, quatrième mission Pandas, on va regarder le détail de la mission. Depuis le dataset original, créer un nouveau data frame montrant l'évolution de la population de 52 à 2007 pour les 10 pays les plus peuplés en 2007 et ensuite exporter le data frame final en fichier CSV. Donc juste dans l'intitulé de la mission, on voit qu'on est sur quelque chose de plus complexe que les trois premières missions. C'était voulu de ma part. De temps en temps, je vais greffer des missions un peu plus challenging. C'est bien pour, je pense, pour ceux qui ont déjà des connaissances en Pandas, pour éviter que vous ennuyiez de trop, en sachant que ça va devenir, évidemment, chaque mission va devenir de plus en plus challenging. Donc la prochaine mission challenging sera encore plus compliquée que celle-ci. Et pour ceux qui ont peu de connaissances en Pandas, peut-être vous allez être un peu perdu au départ sur celle-ci. Si c'est le cas, il n'y a pas d'inquiétude, c'est normal. Alors, réponse aux questions, là, c'est la mission, elle va répondre à toutes les questions que vous voyez ci-dessous. Je vais aussi aborder un concept. C'est un concept, c'est une structure que moi j'ai appelée ICV. Je ne sais pas si cette appellation existe en manipulation de données. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Je vais vous introduire ça. Ça va être utile quand on va manipuler des data frames, quand on va transformer complètement des data frames, quand on va les faire pivoter. Ça c'est en rapport avec tout ce qui est, par exemple, tableau dynamique croisé dynamique sur Excel pour ceux que ça parle. Donc, je vais introduire ces concepts-là de pivot. Il va avoir un pivot dans cette mission, mais je vais aller rapidement dessus et je vais revenir sur le concept de pivot parce que c'est quelque chose un peu plus complexe à prendre en main, donc je vais revenir plusieurs fois dessus. Donc si tout n'est pas clair sur la partie pivot dans cette mission, ne vous inquiétez pas non plus, je reviendrai en long, en large et en travers à travers d'autres missions. Les attributs et méthodes qui vont être utilisés dans cette mission sont ici. Là, vous avez les différents liens. Alors, le dataset, je vais vous le montrer ici en format CSV, mais c'est pas celui-ci exactement que je vais utiliser. Ça, c'est moi qui l'ai exporté. Je l'ai mis en CSV sur le LED pour que vous puissiez le récupérer si besoin et pour que vous puissiez le visualiser. Mais c'est pas celui-ci directement que je vais utiliser. On va d'ailleurs voir lequel on va utiliser. Je vais utiliser un data frame qui existe déjà chez Plotly, embarqué dans Plotly Express. Là, je vous ai mis le lien justement. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir un petit peu l'explication avec tous les data frames d'exemples qui sont sur Plotly, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, je vais avoir besoin donc de Pandas pour faire la manipulation de données. Et cette fois-ci, je vais avoir besoin de Plotly Express. C'est pour ça qu'il y a deux imports ici. Je vais supprimer les éléments de sortie, comme ça on va le découvrir en même temps. Plotly Express ici, il va pas me servir pour de la visualisation de données, puisque dans les missions Pandas, je ne fais pas de visualisation de données, je les fais dans les missions Plotly. Là, en fait, Plotly Express, il va me servir pour importer un data frame. Comme je l'ai expliqué juste avant, dans Plotly Express, vous avez des data frames Pandas qui sont embarqués à l'intérieur. Ça sert en général pour faire des tests. Vous les appelez, vous n'avez pas besoin de créer vous-même vos data frames, vous les appelez et vous pouvez lancer des tests de visualisation graphique. C'est à ça que ça sert. Mais comme Plotly Express, le dataset qui retourne, c'est directement un objet Pandas de type data frame. Et je trouve que c'est bien aussi de l'utiliser directement pour faire de la manipulation de données. Donc, je vais m'en servir pour cette mission. Dans les missions réelles, ça va être extrêmement rare que vous allez devoir utiliser des datasets d'exemples. Voilà, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. C'était pour vous montrer une autre manière encore d'importer. Donc, pour importer un dataset d'exemple sous Plotly, c'est très simple. Vous appelez Plotly Express, px. Vous appelez le module data et ensuite derrière vous appelez la méthode et le nom de la méthode ici elle dépend du nom du data frame. Donc moi j'ai utilisé un data frame qui s'appelle Gapminder, donc j'ai mis ici Gapminder entre parenthèses parce que c'est considéré comme une méthode sous Plotly Express et voilà il me retourne un data frame Pandas. Donc très pratique, hein, vous voyez en une ligne de code vous l'avez. Si vous voulez savoir tous les data frames qui existent, il n'y en a pas 36 000 non plus, là je vous ai mis la liste complète. Moi j'ai utilisé Gapminder. Si vous avez besoin d'un autre, je sais pas, admettons que vous avez besoin de Election, et vous remplacez le mot ici Gapminder par Election, toujours entre parenthèses, et il va vous générer. Donc là vous avez tous les data frames qui sont pré-embarqués dans Plotly Express, donc ça peut être pratique pour faire des tests. Donc moi je vais utiliser Gapminder. Comme d'habitude, je vais l'assigner dans une variable pour pas perdre mon objet. Donc je l'ai appelé df parce que c'est un data frame. Là, on a la visualisation, mais aucun intérêt puisque je l'avais déjà montré plus haut. Ensuite, il va y avoir la partie visualisation. Donc ici, je vais appeler une méthode qui s'appelle head. De base, head, si vous lui mettez rien à l'intérieur, il va vous sortir les 5 premières lignes en tête de colonne plus 5 premières lignes de votre data frame. Moi, je lui ai mis un paramètre, je lui ai dit que je voulais donc une seule ligne, et voilà ce qui m'a sorti. Pourquoi je veux ça? En fait, c'est juste pour avoir un visuel pour la méthode juste en dessous. En général, quand je fais de la préparation de données, je vais aller vérifier l'intégrité de mon data frame, et donc les deux méthodes que j'utilise quasi systématiquement, c'est info et describe.
Donc là, je lance info. Je vous ai déjà montré à quoi servait info. En gros, on voit ça nous fait un petit récap avec le nombre d'entrées, les valeurs non nulles dans chaque colonne, le type d'objet dans chaque colonne. Donc voilà, après à vérifier si c'est cohérent. Donc là, par exemple, la colonne country est de type objet, donc de type texte. Est-ce que c'est cohérent? Oui. Est-ce que ça c'est cohérent? Oui, et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire la vérification vous-même, mais tout est cohérent ici, donc on peut passer à la suite. Si vous avez des questions sur ce que j'appelle cohérent ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur la page de la vidéo. Ensuite, une fois que tout est bon ici, si quelque chose n'était pas bon, j'aurais fait des modifications, mais là tout me semble cohérent, donc je lance après moi la méthode describe. Si vous lui spécifiez rien dans la méthode describe, il va vous sortir les indicateurs statistiques généraux, mais uniquement pour les colonnes numériques. Les colonnes numériques, elles sont ici, float pour décimal, in pour entier, donc il y avait en tout 2 et 3, 5 colonnes numériques. C'est pour ça qu'ici, il n'y a que 5 colonnes et pas les 8 de départ du data frame. Il ne sort que les colonnes numériques si vous lui spécifiez rien ici. Là, on va juste vérifier. On avait une colonne hier qui veut a priori dire année. La valeur minimum va de 1952 à 2007. Ça paraît cohérent. Life a priori, c'est l'espérance de vie, en gros de 24 à 83 ans. C'est aussi cohérent. Pop, a priori, c'est population. Ça va de 6 000 à 1 milliard 300 millions, ça paraît cohérent aussi. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça, a priori, c'est un identifiant unique pour les pays. Si je reviens ici, on avait ISO-num. A priori, ISO-alpha, c'est un code alpha, donc un code avec des lettres unique pour un pays. Donc là, AFG pour Afghanistan et le code 4 pour Afghanistan. Donc, ça n'a pas trop de sens de l'avoir ici. Pandas a bêtement vu que c'était une colonne numérique, il l'a mis dedans. Mais normalement, Describe, c'est vraiment pour regarder ici, par exemple, la moyenne, la médiane, des choses comme ça. On va pas générer des moyennes et des médianes sur une désignation, un code unique voilà. Donc, on aurait pu sortir cette colonne, il y a la possibilité de le faire, mais ici, c'est bon pour moi. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai deviné les autres, mais je ne devine pas celui-ci. Normalement, je n'ai jamais à deviner à quoi correspondent mes colonnes, puisque normalement, si c'est bien fait, on va vous fournir un dataset avec derrière un dictionnaire de données. Dans le dictionnaire de données, vous allez avoir la description de ce que c'est les colonnes, les intitulés de colonnes, les formats des colonnes, etc. Ça vous permet de comparer avec ce que vous avez. Ici, j'ai pas de dictionnaire de données parce que j'ai récupéré, comme je vous ai dit, un data frame d'exemple depuis Plotly, donc forcément ils vont pas donner un dictionnaire de données. Ils auraient pu, mais ils le font pas. Et d'ailleurs, dans la vie réelle, c'est malheureusement assez rare qu'on va vous fournir un data frame avec son dictionnaire de données. Mais si vous les avez pas, dites-vous que ce n'est pas normal. Normalement, c'est pas à vous de faire le taf d'aller chercher à quoi correspondent des sigles un petit peu exotiques et vous allez être amené à avoir des colonnes où vous ne savez absolument pas à quoi ça correspond. Il y aura une partie de recherche à faire de votre côté, ou soit vous demandez à la personne ou l'organisation qui vous a fourni le data frame de vous fournir le dictionnaire de données. Là, je lance la méthode describe, la même que plus haut, mais je mets un paramètre en plus qui s'appelle include object. Là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me sortir mes colonnes object, mes 3 colonnes object qui étaient donc, en général, object, ça va être de type texte. Si c'est pas de type texte, je vous le préciserai, mais si je vous précise rien, ça sera toujours de type texte. C'est les 3 colonnes qui s'appellent country, continent et ISO alpha. Alors, il me dit que continent, il y a 5 valeurs uniques. Ça me paraît cohérent qu'il ait généré 5 continents. Country m'en met 142, pourquoi pas? Il a peut-être que 142 pays qui est dans le data frame. Par contre, ce qui me dérange, c'est ISO alpha à 141. En gros, le ISO alpha, normalement, c'est un identifiant unique par pays. Et donc, si on a 142 pays, techniquement, on devrait avoir 142 désignations uniques. Et là, on en a 141, donc a priori, il y aura un doublon. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour chaque pays, on a une fréquence de 12. Ça veut dire qu'il y a 12 fois le nom du pays qui apparaît. Pourquoi il apparaît 12 fois? Parce qu'en fait, on a a priori 12 lignes d'année de 52 à 2007, donc ça génère 12 lignes. C'est pour ça que pour chaque pays, on a 12 lignes. Donc ça me choque pas. Mais là, ici, pour le top, ici pour ISO alpha, il me dit que le top, c'est KOR, donc a priori pour Corée. Et il me dit qu'il n'apparaît pas 12 fois, mais 24 fois. Donc il y a bien eu un doublon. Donc a priori, le problème, il est ici. Donc un doublon sur Corée, on va voir pourquoi. Donc pour voir, il y a plusieurs manières de faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une méthode qui s'appelle query pour faire une requête sur mon data frame. Je lui ai dit, va sur la colonne ISO alpha et cherche partout où il y a les valeurs core. Donc KOR, on va voir ce qui se passe avec ça. Normalement, il va me sortir 24 lignes, puisque je vois la fréquence de sortie de KOR, elle est à 24. J'ai bien ici 24 lignes. Et on voit en fait le problème, il m'a sorti 2 pays. Il m'a sorti un pays qui s'appelle comme ça Korea Dem Rep pour dire République démocratique de Corée, et un autre qui s'appelle Korea Rep pour République de Corée. En français, ça serait ici Corée du Sud, et ici, ça serait Corée du Nord. Alors, Corée du Sud,
Je sais que le code alpha en 3 lettres, c'est bien KOR, donc ça c'est juste. Là, le ISO alpha, je savais pas que c'était 410, mais j'ai vérifié sur Internet, c'est correct. République démocratique de Corée, c'est Corée du Nord. Alors il y a démocratique dedans, mais c'est juste pour faire beau, parce qu'il y a a priori rien de tellement démocratique en Corée du Nord, mais c'est souvent le cas. Hein, les pays de ce type-là aiment bien dire qu'ils sont démocratiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça ici, non, c'est pas KOR, c'est PRK. Et le code ISO, je ne le connaissais pas pour Corée du Nord, mais c'est 408. Donc il y a un souci ici. En gros, il a mis en doublon les deux Corées. Donc moi, je vais le modifier en bas dans mon data frame, et vous comprenez bien, je vais le modifier dans mon data frame qui s'appelle DF, donc je vais le modifier que chez moi. Il ne sera pas modifié chez Plotly Express. Donc la prochaine fois que moi ou quelqu'un d'autre va relancer le data frame qui s'appelle Gapminder sur Plotly Express, tant qu'il n'y a pas de mise à jour dans Plotly Express, il y aura toujours le même problème. Donc en général, ce que vous devez faire, si ça vous arrive, quand vous importez un dataset, si vous voyez qu'il y a une coquille dedans, vous le modifiez chez vous, dans votre objet Pandas, mais par contre, vous alertez la personne ou l'organisation qui vous a fourni le dataset en leur disant « j'ai remarqué qu'il y avait une coquille », sinon les modifications ne seront jamais faites. Donc, en l'occurrence, ici, il faudrait que je contacte Plotly pour leur dire, mais je n'ai pas les contacts directs de Plotly. Si quelqu'un les a, dites-leur qu'il y a un souci dans leur dataset au niveau des deux Corées. Donc, moi, je vais faire la modification. Donc, pour faire la modification, je vais créer un filtre sur mon data frame. Je l'ai appelé filtre bêtement. Et qu'est-ce que c'est le filtre? Eh ben, je vais filtrer sur la colonne pays, et je vais filtrer quand la colonne de mon pays, elle s'appelle République démocratique de Corée, et l'intitulé est comme ça dans le data frame. Donc en gros, je vais filtrer uniquement les lignes où j'ai la Corée du Nord. Voilà ce que je veux. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon filtre. Et ensuite, je mets mon filtre dans une sélection en point .loc. Toutes les sélections qui sont en point .query.loc qu'on a vu dans cette mission, dans iLoc, il n'y a pas de iLoc dans cette mission, mais il y en aura dans d'autres. C'est des méthodes pour faire de la sélection filtrage. Je rentre pas dans les détails là-dedans parce que j'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer sélection filtrage avec Pandas. C'est très important, c'est quasiment la chose la plus courante que vous aurez fait avec Pandas. Donc j'ai fait des vidéos spécifiques dessus. Je vais pas rentrer chaque fois dans les détails dans l'émission. Si ça vous intéresse, c'est pas clair de savoir comment vous sélectionnez soit des lignes, soit des colonnes, soit des lignes et colonnes sous Pandas. Regardez les playlists relatives. Et donc, il y a en gros 4 méthodes. Il y a la méthode avec ouverture, fermeture de crochet. Ensuite, il y a la méthode avec le point .loc. Ensuite, la méthode avec le iLoc. Et ensuite, la méthode avec le point .query qu'on a fait plus haut. Là, je vais faire un point .loc pour faire une sélection. Là, je fais une sélection avec mon filtre, le filtre que j'ai dit plus haut, donc pour toutes les lignes avec Corée du Nord. Et je veux sélectionner uniquement la colonne qui m'intéresse, à savoir la colonne ISO alpha. Je vais lancer et il va me mettre que c'est core. Pourquoi il me met que c'est core? C'est justement, j'ai sélectionné les 12 lignes là, si vous voulez. Et avec la sélection sur cette colonne. Là, je fais la même chose, mais pas pour ISO alpha, pour ISO num qui est à 410. Ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est remplacer ces valeurs parce que je veux remplacer KOR par PRK, qui est le vrai code ISO alpha pour la Corée du Nord, et je veux remplacer 410 par 408 parce que 408 est le bon code ISO numérique pour la Corée du Nord. Donc là, j'ai fait une visualisation, c'est ça que je veux modifier, et donc pour faire une modification de ça, je fais un copier-coller de ces deux lignes-là, bêtement, hein, c'est les deux lignes-là que vous voyez, elles sont ici, et je fais cette fois-ci une assignation, donc je mets un égal, et j'assigne une nouvelle valeur. Donc pour ISO alpha, pour mon filtrage de Corée du Nord, je dis que c'est PRK, et pour le ISO-num, je dis que c'est 408. Donc si on lance ça, il y a une assignation qui est faite, rien ne sera visualisé. Maintenant, je peux relancer mon describe sur les types objets, et on voit bien maintenant qu'on a toujours 142 pays, mais maintenant mes ISO alpha est bien à 142, donc ça c'est good. On peut encore maintenant revisualiser comment sont faites mes lignes en rapport avec la Corée du Nord, et on voit que maintenant on a bien PRK et 408 pour tous les 12 lignes, donc c'est bon, c'est fait. Donc il y a une modification à faire, on a une modification qui a été faite ici, et là je vais appeler mon data frame. Donc voilà pour la partie préparation. C'était plus long que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coquille dans le data frame, il y a eu une erreur dans le data frame d'import. Alors des fois les phases de préparation vont être extrêmement rapides parce que le data frame est propre et qu'il n'y a absolument aucune manipulation à faire. Et des fois, comme ici, il y aura un petit peu de modification à faire, et c'est pour ça que c'est plus long. Donc la longueur de mes missions dépendra principalement aussi soit de l'intitulé de la mission, de la complexité de la mission, ou soit de la préparation qu'il y aura à faire en amont. Donc ici, c'est une mission qui est relativement longue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une phase de préparation ici, et il va y avoir une phase assez longue, plus longue que d'habitude de manipulation. Alors pour créer ce qu'ils ont demandé, je vais revenir à la mission. La mission, c'est créer un nouveau data frame montrant l'évolution de la population. Donc s'ils veulent montrer l'évolution de la population, ça sera les valeurs de mon data frame. C'est ça qu'il faut comprendre. Et
Et il nous demande pour les 10 pays, donc la colonne pays, il faudra la mettre quelque part. Et il faudra faire un filtrage sur l'année 2007. Donc, a priori, il y a 3 éléments. Il y a la population, il y a les années ici de 52 à 2007 et les pays. Donc, a priori, il va falloir que j'utilise 3 types de colonnes. La colonne population, la colonne année et la colonne pays. Donc, c'est avec ces 3 colonnes que je vais créer un nouveau data frame. Et c'est là où on va utiliser la méthode du pivot. Et donc, pour créer la méthode pour faire pivoter un data frame, c'est l'équivalent, comme je vous ai déjà dit, d'un tableau croisé dynamique sur Excel. Il y a 2 méthodes qui existent sur Pandas. Il y a la méthode qui s'appelle point pivot, c'est celle que je vais utiliser dans cette mission. Et il existe une autre méthode qui s'appelle pivot table, pivot underscore table. Elle va un cran au-dessus de pivot, mais je ne vais pas rentrer dans celle-ci dans les détails. Je vais d'abord expliquer pivot, et quand pivot sera clair à travers les différentes missions, j'intégrerai pivot table, et là vous aurez compris un des concepts, on va dire, les plus compliqués dans la manipulation de données. Mais je voulais vous exposer assez rapidement là-dessus, puisque c'est des choses que vous aurez quand même souvent à faire. Donc si c'est pas clair dès le départ là, et ben pas de souci, parce que je reviendrai dessus dans les prochaines missions. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'un data frame, je vous ai dit qu'il est en structure ICV. Je vais revenir sur la format du data frame de base. Il est ici. I pour index, et c'est cet élément-là. Donc le premier élément d'un data frame, c'est l'index, il est en gras, et il est ici vertical. Ensuite, vous avez un deuxième élément dans un data frame, c'est C comme colonne, c'est cet élément-là. Et ensuite, vous avez un troisième élément dans un data frame, c'est V comme values, et c'est les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc toutes celles que vous voyez ici qui sont en non gras. Donc en gros, 3 éléments dans un data frame, et surtout dans un data frame Pandas: index comme I, colonne comme C, et valeur comme V. Voilà un peu l'idée. Donc, quand vous allez faire pivoter un data frame, il faudra savoir ce que vous mettez en index, tout simplement, ce que vous allez mettre en colonne, tout simplement, et ce que vous allez mettre en valeur. Vous avez besoin de renseigner 3 choses pour créer un data frame. Il va falloir lui donner ces éléments-là. Il faudra lui spécifier ce que vous voulez en indexage, en en-tête de colonne et en valeur à l'intérieur de votre data frame. Une fois que vous avez compris ça, ça sera déjà beaucoup plus clair pour faire ici des pivots, ou sur Excel pour faire des tableaux croisés dynamiques. Et donc, il y a 3 paramètres dans pivot. Il y a index, colonne, values, comme I, C, V. Alors, on nous a demandé de traiter les populations. Donc, comme on nous demande de traiter les populations, ces populations qui seront en values. Donc, en gros, en values, je vais dire que c'est ma colonne pop. En gros, quand on fait un pivot, c'est qu'on va utiliser 3 colonnes. On pourra en utiliser plus, hein, je vais vous montrer dans d'autres missions, mais on va dire que là, on va utiliser 3 colonnes pour chaque élément, un élément I, un élément C, un élément V. Et donc, on va récupérer les colonnes et on va les mettre autrement. C'est un peu comme ça. Et elles vont être affichées d'une autre manière, et ça va créer un data frame qui va être affiché d'une autre manière. Donc, les valeurs qui étaient en colonne, cette fois-ci, on va les mettre en valeur ici. Donc, elles seront, les populations vont se retrouver ici. Ensuite, dans ce pivot-là, je vais dire que mes colonnes, c'est country. Donc, au départ, mes country étaient ici. Et maintenant, on va avoir Afghanistan en premier, Zimbabwe à la fin. C'est comme ça que ça va être en colonne. Et pour index, on va avoir hier. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir en indexage? 1952, etc. jusqu'à 2007. Donc là, je vais lancer. Et vous allez voir, c'est très simple ici à comprendre. Donc, il m'a bien fait ça. Il m'a mis un index avec mes années, donc 52, 57, 62 jusqu'à 2007, donc sans aucun doublon. Ensuite, en colonne, je lui ai dit de mettre mes pays, il m'a mis tous mes pays, Afghanistan, Albanie, donc il y a un paquet de colonnes, il y en a 142 pour les 142 pays, et 12 lignes pour les 12 années. Et ensuite, les valeurs population, elles se retrouvent à l'intérieur. Et donc, vous voyez, Afghanistan, 1952, on a sa population. Je sais pas, Argentine, 1977, on a sa population. Donc, c'est des coordonnées XY, vous comprenez l'idée. Donc, on aurait pu faire comme ça le pivot pour montrer les populations. On aurait pu aussi, si on veut montrer les populations en rapport avec les pays et les années, en gros, il y a 2 manières de faire. Dans tous les cas, on aura toujours population en valeur parce que c'est ça qu'on veut voir. Mais soit on dit que l'index, c'est l'année et la colonne, c'est les pays. Ou alors, on peut dire que l'index, c'est le pays et la colonne, c'est l'année. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai juste inversé index et colonne. Vous voyez, j'ai mis, au lieu de mettre index égale year, j'ai mis index égale country. Et pour columns, au lieu de le dire que c'est country, j'ai mis year. Donc, j'ai juste transposé, si vous voulez, la colonne et les colonnes et l'index. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Et ben, en indexage, j'ai tous mes pays, Afghanistan, Albanie, tout ça. J'ai mes années ici. Les éléments à l'intérieur, on les recherche. Si on faisait des recherches, on serait sur le même résultat. Hein. Si on prend, je ne sais pas ce que j'avais dit avec Argentine en 77, on retrouve le même résultat que si on le fait ici. Alors, est-ce qu'on va plutôt prendre ce format de pivot
ou celui-ci? Eh ben, la réponse est ça dépend et ça dépend de ce qu'on nous demande de faire. Moi, en l'occurrence, je vais garder celui-ci et vous allez comprendre pourquoi je garde celui-ci. Donc, comme je garde celui-ci, je l'assigne dans un nouveau data frame que j'ai appelé bêtement pivot. Donc, mon nouveau data frame s'appelle maintenant pivot. Je peux le visualiser, mais c'est le même que plus haut. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, en fait, on m'a demandé de faire une sélection des pays pour les pays, pour ceux qui ont le plus de population en 2007. Donc, autrement dit, je vais devoir faire un tri sur 2007. Et dans un data frame, on fait toujours des tris sur des colonnes et pas sur des lignes. Et donc, si on fait des tris sur 2007, il faut que mes années soient en colonne, puisque c'est sur ça que je vais faire un tri. Et donc là, j'ai bien mes années en colonne. Dans l'autre format pivot que j'avais fait au départ, mon année 2007 était en ligne et on ne trie pas sur ligne, on trie sur colonne. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le choix de le faire sur ce format-là. Donc je vais faire un tri. Donc pour faire un tri, il y a une méthode. Donc là maintenant, c'est mon data frame pivot, c'est celui-ci. Hein, donc avec le nom des pays en index et les années en colonne et la population en valeur. Donc voilà à quoi ressemble mon pivot. Et je vais lui faire un sort value. C'est une méthode pour trier des valeurs. Comme je veux trier mon data frame, il faut que je précise sur quelle colonne je veux faire mon tri. Je vais faire sur ma colonne qui s'appelle 2007. On la voit pas ici, mais on va fermer. Elle est ici. Hein, c'est sur celle-là que je veux faire mon tri. Donc je lui dis, fais-moi un tri sur 2007 et il va le faire. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il va pas générer d'erreur, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va le trier dans l'ordre croissant. Donc il va mettre le plus petit pays ici en 2007 avec le moins de population possible et le plus grand, le pays le plus peuplé en 2007, c'était la Chine et il le met tout en bas. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est l'inverse, parce que dans la mission, on nous demande les tops, les pays les plus peuplés. Il nous faut les pays les plus peuplés en haut et pas en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un copier-coller de ça. Je l'ai mis ici et j'ai rajouté un paramétrage, j'ai mis ascending à false. De base, ascending est un true, ça veut dire croissant, oui. Ascending, ça veut dire un tri croissant. De base, il va trier, si vous appelez sort values et vous ne lui spécifiez pas l'ordre du tri de base, il va le faire en ordre croissant. Si vous le voulez en décroissant, en anglais on dit descending, et bien vous dites que ascending doit être à faux. Voilà, c'est ça, ce paramètre-là, ça permet de faire un tri décroissant. Donc, je vais relancer ça et cette fois-ci, ça va bien mettre la Chine en premier. Mais là, par contre, le data frame, il est presque fini. C'est presque ce qu'on m'avait demandé de faire. Hein. Donc, on m'a demandé de montrer la population de 52 à 2007. Je suis bien jusqu'à 2007. Mais là, j'ai tous les pays. Hein. J'ai 142 pays. Mais moi, ils m'ont demandé le top 10. Donc, il va falloir que je filtre avec seulement les 10 premiers. Pour faire les 10 premiers, eh ben je fais un copier-coller de ce que je fais ici. Et derrière, je rajoute une nouvelle méthode qui s'appelle la head. Je vous l'ai déjà montré avant. Avant, j'ai fait un head sur une ligne. Maintenant, je fais un head sur 10 lignes. Et donc, il va me sortir que 10 lignes. Et ici, avec ça, la mission est réalisée. J'ai bien l'évolution de 52 à 2007 des populations des 10 pays les plus peuplés. Donc, ça va de la Chine au Mexique. Donc, on aurait pu rester là et utiliser ça, le stocker dans un nouveau data frame pour un data frame final, on va dire. J'aurais pu... Voilà, mais je ne vais pas me servir de ça parce que ça, c'est une méthode pour faire tout ce que je vous ai fait. Mais il y avait une méthode plus simple parce que là, en gros, on l'a dû faire en 2 fois. On a dû faire un sort values pour trier et ensuite un head pour faire une sélection filtrage, si vous voulez. Donc, il y a eu une méthode de tri et une méthode de sélection. Et sous Pandas, il existe une autre méthode qui permet de faire les deux en même temps et elle s'appelle la n-largest. Vous l'avez aussi pour les éléments les plus petits, mais là, c'est l'élément n-largest. En anglais, largest, c'est les plus larges. Donc, c'est ce qu'on cherche, hein, parce qu'on cherche les populations, les pays où il y a le plus de population. Et donc, j'appelle la méthode n-largest et je vais lui mettre 2 paramètres. Le nombre d'éléments que je veux, j'en veux 10, ça fait référence au head de 10. Et bien sûr, il y a un système de tri aussi. Et sur quelle colonne je vais trier? Sur 2007, comme là, je l'ai fait. Donc, en gros, j'aurais tendance à dire que celle-ci, moi, je préfère celle-ci. Parce qu'elle est plus élégante et parce qu'on n'appelle qu'une seule méthode, en fait. On appelle n-largest qui fait, en gros, le tri et la sélection en une seule fois. Ça évite d'en appeler 2 en même temps. Mais le résultat est strictement identique. Ce data frame est strictement identique à celui-ci. Mais moi, je vais utiliser cette syntaxe pour le résultat. Donc, comme cette syntaxe me plaît, je l'assigne dans Pivot. Donc, en gros, j'écrase ma variable Pivot avec la nouvelle modification. Là, j'ai la visualisation, donc on revoit exactement la même chose. Donc, voilà le dataset final. Donc, j'ai bien réalisé la mission. J'ai bien réalisé un data frame qui va donc, on m'a demandé l'évolution de la population de 52 à 2007. On voit bien les évolutions pour chaque pays. Et on m'a demandé de trier uniquement les 10 pays les plus peuplés. C'est ceux qui sont ici. Donc, j'espère que ça a été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à poser des questions en commentaire sur la chaîne.
sur la page de la vidéo. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, je reviendrai souvent sur le principe ICV. N'hésitez pas à le faire, même sur un papier, si vous voulez, à comment on appelle ça faire du shaping. Hein. Quand on reshape, ça veut dire on reforme un data frame. C'est quelque chose que vous serez amené à faire dans la manipulation de données. Donc, il faut maîtriser ça. Donc, je reviendrai au fur et à mesure dessus. Donc, la version finale, elle est ici. C'est mon pivot qu'on voit plus haut. Et on m'avait demandé une dernière chose, c'est d'exporter ce data frame en format CSV. C'est quelque chose de toute façon que je vous invite à faire, hein, une fois que vous avez fait toute la manipulation avec Pandas. C'est de stocker quelque part et sous un format quelconque votre data frame pour éviter de le perdre. Une des manières les plus simples, c'est d'appeler une méthode qui s'appelle toCSV avec Pandas. Donc, vous prenez votre data frame, vous appelez la méthode toCSV, vous mettez le nom que vous voulez, vous lui mettez l'extension .csv par exemple, et boum, et il va vous générer un fichier CSV avec l'extension CSV. Et au moins, vous avez quelque chose qui est stocké quelque part, ça ne sera pas perdu. Pour le nom ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'aurais pu mettre pivot parce que mon data frame s'appelle pivot, mais c'est pas une bonne manière de faire parce que si ensuite vous partagez ce data frame avec d'autres personnes, si vous allez le retrouver dans 6 mois, le nom n'aura plus aucun sens, pivot n'a aucun sens. Là, au moins, ça a un minimum de sens. On comprend top 10 countries, que c'est un classement des 10 pays, population 2007. On arrive peut-être à comprendre que c'est population 2007. Donc, essayez de mettre des détails dans l'intitulé, mais ne créez pas non plus des intitulés à rallonge. Là, c'est déjà la limite. Hein. Voilà, il faut que ça soit suffisamment informatif, mais pas trop non plus. Je dirais que c'est un peu comme ça qu'il faut que vous créiez les noms de vos datasets. Donc ici, quand je l'exécute, si vous êtes sur un Jupyter Notebook, moi je suis sur un Google Colab, comme ça je peux partager mon Google Colab, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, il suffit de cliquer dessus, vous allez être dessus, vous allez pouvoir le télécharger, le manipuler, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est pour ça que je suis sur Google Colab. De base, moi je travaille plutôt avec un Jupyter Notebook. Si le Jupyter Notebook chez moi, s'il est stocké en local sur mon ordinateur, au moment où j'appelle toCSV, si je lui mets pas un chemin d'accès, si je lui mets juste le nom, il va le stocker dans le même dossier que mon Jupyter Notebook. Donc, si vous êtes sur Jupyter Notebook et vous lancez ça, ne cherchez pas très loin votre fichier CSV. Il est à l'endroit où vous avez votre Jupyter Notebook. Là, je suis sur un Google Colab, c'est différent. Quand vous faites un toCSV, il va le stocker ici. Donc, il est stocké, mais il n'est pas encore stocké. Là, il n'est pas stocké localement sur mon ordinateur. Si je le veux stocker, donc c'est ici avec le petit fichier, on voit le nom. Si je veux le stocker localement sur mon ordinateur, je peux le télécharger ici. Donc là, maintenant, j'ai cliqué dessus et maintenant, il est stocké localement sur mon ordinateur à l'endroit où vous avez vos téléchargements. Donc voilà. Donc voilà pour la mission. Je pense que j'ai réalisé ce qui était demandé. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire directement sur la page de la vidéo. Si c'est pas tellement clair, je vous l'ai dit, c'est normal. C'est une mission qui est un peu plus complexe que les 3 premières. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou mettre vos questions si vous voulez que j'éclaircisse quelque chose là-dessus. Et si vous voulez voir l'évolution de ces prochaines missions, des missions Plotly ou d'autres missions qui pourraient voir le jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.